bruit qui me plaît dans les avions, le grondement des avions. Et c'est ça que je fais dans mon instrument. Si Fodé, le griot de Saint-Louis du Sénégal, est inspiré par les avions, c'est tout sauf un hasard. Les avions évoquent une page importante de l'histoire de l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française. Dans les années 1920, Saint-Louis du Sénégal était le terminus de l'aéropostale pour les avions qui venaient de Toulouse. L'aéropostale, et avant elle les lignes Latécoère, c'est cette compagnie qui transportait le courrier de la France vers le Maroc, puis le Sénégal, où vivaient d'importantes communautés françaises. C'est sur ces terres africaines, avec ces héros aux âmes d'aventuriers qui avaient pour nom Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry ou Henri Guillaumet, qu'elle a acquis sa dimension mythique. Entre Toulouse et l'aéronautique, c'est une vieille histoire d'amour. Elle remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsqu'un industriel, Pierre-Georges Latécoère, a l'idée révolutionnaire pour l'époque que les avions peuvent servir à autre chose qu'à faire la guerre. Lui veut transporter du courrier et des passagers, d'abord vers l'Afrique, puis jusqu'en Amérique du Sud. En 1919, Latécoère effectue lui-même le premier vol Toulouse-Casablanca. Et dès 1922, ces avions assurent un vol quotidien vers le Maroc. En quelques mois, ils révolutionnent le monde. Ces quelques aventuriers, visionnaires, techniciens et aviateurs, eh ben, ils ont d'un seul coup rétréci la planète d'une manière ahurissante que personne ne pouvait imaginer. D'un seul coup, tous les critères de la puissance politique, tous les critères du commerce, tout a changé. Si Toulouse est aujourd'hui une capitale aéronautique, c'est sans conteste à Pierre-Georges Latécoère qu'elle le doit. S'il n'avait pas un jour construit ses propres avions de bois et de toile dans ses ateliers de la banlieue toulousaine, rien ne dit qu'Airbus ferait de même aujourd'hui sur les bords de la Garonne. Aérodrome de Toulouse-Lasborde, un dimanche matin d'octobre. Un groupe de pilotes amateurs s'apprête à faire revivre l'histoire de l'aéropostale le temps d'un rallye aérien entre Toulouse et Saint-Louis du Sénégal. Nous embarquons avec Jean-Luc Coche et Thierry Santous, membre de l'association Mémoire d'Aéropostale. Après avoir tutoyé les sommets des Pyrénées et longé les côtes espagnoles, nous laissons derrière nous le rocher de Gibraltar. Sa silhouette escarpée était la dernière image que les pilotes de l'aéropostale emportaient de l'Europe avant de gagner l'Afrique.
C'est en longeant le littoral que les pilotes de l'Aéropostale rejoignaient ensuite Casablanca. La grande métropole marocaine incarnait la modernité et les plaisirs les plus variés. Casablanca, c'était un lieu de confort, de fête pour ces jeunes pilotes qui avaient souvent moins de 25 ans et qui, après Casa, allaient rencontrer des territoires beaucoup plus hostiles, beaucoup plus durs. Donc oui, ils faisaient la fête. Casablanca, c'était un endroit où on pouvait passer des nuits dans de confortables hôtels, manger dans de bons restaurants, aller dans de beaux cinémas. Et tout ça, c'était terminé jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Donc on relâchait à Casa, beaucoup. Atterrissage sur le petit aéroport de Tite Melil, près de Casablanca. Avec plus de 4 millions d'habitants, Casablanca est aujourd'hui le cœur économique du Maroc. Dans les années 1920, la ville moderne se développe à l'extérieur de la Médina. À Casablanca, les pilotes mènent la grande vie. Ils établissent leur quartier général à l'hôtel Excelsior. Saint-Exupéry est un habitué du restaurant du Petit Poucet, où il rédige sa correspondance, ornée de dessins qui évoquent déjà les illustrations du Petit Prince. À l'époque, les avions de l'Aéropostale se posent sur un terrain d'aviation appelé le Cancase, qui est devenu ensuite l'aérodrome d'Anfa. La plupart des anciens bâtiments ont été rasés, à l'exception du hangar Latécoère, qui abrite encore quelques récents souvenirs de l'histoire aéronautique marocaine. Ici se dresse aujourd'hui le nouveau quartier d'affaires, Casablanca Finance City. Le tracé de l'ancienne piste a été en partie préservé. Au petit matin, nous quittons Casablanca, ses immeubles et sa vie trépidante, pour rejoindre le désert, ses dunes et son silence. Dans la brume émerge le minaret de la mosquée Hassan II. Le long du littoral se succèdent de luxueuses stations balnéaires, des complexes chimico-industriels, des lagunes ouvertes sur l'océan, ou encore Essaouira, fièrement protégée par ses remparts qui ont accueilli Orson Welles et Jimi Hendrix. Après Agadir, commence pour les pilotes une aventure d'une toute autre dimension. L'aventure du désert. Au-dessus de territoires où vivent des tribus nomades insoumises, aux commandes d'avions qui tombent en panne en moyenne toutes les 25 heures. Mais plus qu'une prouesse, c'est avant tout une aventure humaine. Face à ces infinis que sont le Sahara et l'Atlantique, ils se retrouvent directement confrontés à eux-mêmes. Le désert, écrira Saint-Exupéry, c'était ce qui naissait en nous, ce que nous apprenions sur nous-mêmes. Les pannes et les accidents font partie du quotidien des pilotes, en raison du manque de fiabilité des avions. Mais lorsqu'ils parviennent à se poser sans trop de dommages dans le désert, ils ne sont pas pour autant au bout de leur peine.
bien souvent, une fois l'avion posé, les ennuis commençaient avec les tribus insoumises, morts, qui avaient pour principal objectif de récupérer les pilotes pour les rançonner et pour obtenir des compagnies aériennes le maximum d'argent. C'est le cas de Mermoz. Mermoz et son interprète qui tombent en panne dans le désert, qui se posent, qui sauvent l'avion, mais qui sont immédiatement faits prisonniers. Finalement, Mermoz et son interprète seront échangés contre 1000 pesetas chacun, ce qui représentait beaucoup d'argent à l'époque. Et ils finissent par être restitués aux lignes aériennes Latécoère, mais dans un état sanitaire extrêmement dégradé. D'autres pilotes eurent moins de chance et furent abattus. Malgré les pannes et les accidents, la devise de la maison Latécoère est impérative. Le courrier d'abord. Tous les pilotes et mécanos s'inclinent avec humilité devant ce sacerdoce. Le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, il est dans l'acceptation du devoir, écrit André Gide dans la préface à Vol de nuit. Ce bout de désert isolé, où nous atterrissons après 5 heures de vol depuis Casablanca, c'est Tarfaya, l'ancienne aéroplace de Cap Juby. Cap Juby, a priori, n'avait rien pour être connu, sauf que entre 1927 et 1928, pendant 1 an et 8 mois, un jeune chef d'aéroplace, pilote des lignes Latécoère est nommé là, et il s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Alors tout le monde, les millions de lecteurs, les dizaines de millions de lecteurs qui autrefois ou encore aujourd'hui ont lu Le Petit Prince connaissent forcément Cap Juby. Et c'est ce qui fait de cette petite bourgade parfaitement isolée et qui n'avait rien pour être universelle, un lieu finalement partagé par une partie de l'humanité. Le premier bistrot est à 1000 km, plaisante Saint-Exupéry pour décrire la solitude de Cap Juby. C'est ici qu'au contact des morts et des soldats espagnols, il forge son éthique humaniste. C'est également ici qu'il écrit son premier roman, Courrier Sud, et qu'il imagine l'histoire d'un petit prince venu d'une lointaine planète qui fait de sa vie un rêve et de son rêve une réalité. De l'aéropostale, il reste une dérisoire statuette près de la plage. L'ancien terrain, d'où ne décollent plus que des mouettes, et quelques souvenirs dans la mémoire des anciens. Boujma El-Kadiri, 110 ans, était le gardien des hangars de l'aéropostale. Il semble ne pas avoir vu le temps passer. C'était des gens bien. Mais comment ça se fait qu'ils ne travaillent plus? Cette compagnie, elle n'existe plus. Et les pilotes? Il ne reste plus personne. Ils sont tous morts. Les pilotes qui travaillaient ici sont tous morts. C'était des gens bien. Béchir Haïdar est aujourd'hui un notable de la Aïoub. C'était cet enfant qu'on voit sur la photo devant Saint-Exupéry. Quant à Bachir Lardayem, il se souvient d'avoir volé avec Saint-Exupéry. Moi, comme d'autres enfants de Cap Juby, nous avons volé avec lui. 2 ou 3 fois, il nous a emmenés faire des tours dans son avion. Il était touché par la grâce de Dieu. Il était capable d'atterrir de nuit et beaucoup de gens ici l'appelaient Tarlil. Tarlil, ça veut dire l'oiseau de nuit. Justement parce qu'il atterrissait de nuit. C'était aussi un jeu de mots que nous faisions sur ce monsieur Saint-Exupéry, un grand homme. Pour des raisons de sécurité, les lignes Latécoère ont construit leurs installations à proximité du fort espagnol. Des lieux livrés aux outrages du temps et de l'oubli, mais qui restent chargés de mémoire et d'émotion. Bon, là, vraiment, c'est le rue qui n'a pas changé parce qu'on voit vraiment
le fort ou bien ce qui reste du fort, on voit clairement ça. Et là, le cinéma à côté, mais je suis sûr et certain que Syntex a passé par là parce que c'est vraiment le fort comme il est et on voit le coin à l'intérieur clairement où il y avait la maison des pilotes juste derrière ce mur. Donc on est vraiment dans le seul endroit à Tarfaya qui n'a pas changé, qui n'a pas été touché depuis 90 ans. C'est fantastique. À Tarfaya, comme dans d'autres villes-étapes entre Toulouse et Saint-Louis, l'association Mémoire d'Aéropostale a construit un petit musée pour tenter d'entretenir le souvenir. Alors on y trouve quelque chose de pédagogique qui présente les grands personnages de l'Aéropostale. Et puis on y trouve aussi, vous les voyez ici, une petite bibliothèque consultable sur place, des principaux ouvrages qui évoquent l'histoire de l'Aéropostale. Qu'est-ce que ça apporte finalement de garder la mémoire de tout cela? C'est comme toujours, ça apporte rien, mais ça apporte tout. Il n'y a pas d'avenir sans mémoire, il n'y a pas d'avenir sans histoire. Au petit matin, sur la plage, la belle-fille de Pierre-Georges Latécoère, le fondateur de l'Aéropostale, ramasse quelques poignées de sable, témoins des exploits accomplis par des hommes qui risquaient leur vie pour de simples sacs de courrier. Vous savez, les humains sont comme ça. Si ça ne dépasse pas eux-mêmes, on dépérit. Et on périclite, c'est la décadence. Ça, c'est vraiment la philosophie de l'histoire. Et ils n'avaient pas peur, ils savaient qu'ils allaient à la mort, pas certaine, mais ça ne fait rien. Ils avaient donné un sens à leur vie. Comme le disait Saint-Exupéry, ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. Décollage de Cap Juby, sur la même piste de sable que du temps de l'Aéropostale. Direction Villa Cisneros, Darla aujourd'hui. Les vastes plages de sable et les falaises tumultueuses étaient autant de repères pour les pilotes qui naviguaient à vue. Quand on est pilote de petits avions comme celui-ci, on peut s'identifier à Mermoz et Saint-Exupéry parce qu'on vole à peu près dans les mêmes conditions. On continue à voler à vue, on regarde au sol, on cherche les traces et on n'est pas si loin de leur façon de voler. Et donc c'est vraiment les pionniers et c'est quelque chose d'important pour un pilote. Les incertitudes de la météo ne sont pas la moindre des difficultés que rencontrent les pilotes de l'Aéropostale. Il n'y a pas de prévision fiable. Et parfois, ils se font surprendre par les vents de sable ou les stratus, ces nuages de basse altitude qui se forment en bord de mer. Au-dessus de Darla, nous attend justement une mer de stratus. Quand la couche est trop dense, impossible de voir le sol et donc d'atterrir sans danger. Par chance, les nuages finissent par se dissiper et notre avion peut se poser. À Darla, il ne reste plus rien de l'époque de l'Aéropostale. Le fort espagnol, qui était le dernier vestige de cette époque, a été rasé pour laisser la place à une vaste esplanade en plein centre-ville. Oui, c'était un fort qui était relativement important, plus grand que celui de Cap Juby. Ça nous a fait drôle, d'abord parce qu'elle prenait beaucoup de place dans le centre de la ville et ça a fait un grand vide. Et puis ensuite parce que c'était sans doute le plus beau vestige architectural contemporain de l'époque de l'Aéropostale. Entre Toulouse, à ma connaissance, entre Toulouse et Saint-Louis du Sénégal. Située à l'intérieur d'une profonde baie naturelle abritée de l'océan, Darla est une destination touristique de plus en plus prisée. Après Darla, cap sur la Mauritanie. Encore quelques heures de survol d'un désert qui s'étend à perte de vue, et nous arrivons à Nouadhibou, l'ancien port Étienne. L'hélice d'un l'AT-25 qui avait raté son atterrissage est là pour rappeler le passé.
Aujourd'hui, ce sont des navires échoués plus ou moins volontairement qui finissent leur vie ici. Le long des côtes mauritaniennes, le désert et l'océan se mélangent pour donner vie à un écosystème d'une exceptionnelle richesse. Les habitants du parc naturel du banc d'Arguin, les Imraguènes, pêchent sur des lanches ou avec le concours des dauphins qui rabattent les poissons vers leurs filets. Au fur et à mesure que nous progressons vers le sud, le désert recule. La végétation reprend ses droits et les paysages deviennent de plus en plus verts. Saint-Louis du Sénégal, construite sur une île entre deux bras du fleuve Sénégal, est surnommée la Venise africaine. Pendant des années, Saint-Louis a été le terminus de l'aéropostale, et son nom reste à jamais attaché à celui de Jean Mermoz. C'est d'ici qu'il partit en 1936 pour son dernier vol à destination du Brésil et qu'il disparut après une panne de moteur au-dessus de l'Atlantique. Après 3 jours de recherche parti justement de Saint-Louis, avec un quadrillage de la zone supposée être celle de sa disparition par avion ou par bateau, on n'a retrouvé absolument rien, on n'a jamais rien retrouvé, aucun objet, aucune trace de l'avion, aucune trace de l'équipage. Et c'est ce qui a sans doute contribué pour une grande partie au mythe et à la légende de Jean Mermoz. Aujourd'hui, les pirogues des pêcheurs remontent le Sénégal, sur le vaste plan d'eau qui voyait Mermoz décoller aux commandes de son hydravion vers l'Amérique du Sud. L'hôtel de la Poste, du temps de l'aéropostale, c'était la grand-mère de Yannick Philippe, l'actuel patron, qui tenait l'hôtel. Mermoz occupait la chambre 219. C'était le premier hôtel de Saint-Louis du Sénégal. C'était le seul gîte possible pour ses pilotes et ses mécaniciens. D'après ce que m'a raconté ma grand-mère, la vie des pilotes dans l'hôtel était une vie festive, une vie de repos aussi, une vie de méditation. Ils passaient leur temps à se raconter leur dernier vol, les ennuis mécaniques qu'ils ont eus, parlaient beaucoup de météo. Ils se préparaient à faire le prochain saut après la traversée du désert, la traversée de l'Atlantique. Dans une de ces maisons à l'élégante architecture coloniale, nous retrouvons André Guilabert, ancien ambassadeur et ministre des Affaires étrangères. Sa vie se confond avec l'histoire du Sénégal. C'était l'arrivée d'un pilote à l'aéroport. Vous savez, ma mère, ma sœur. Et lorsqu'il était enfant, il a connu Jean Mermoz. J'ai connu Mermoz. J'avais 14 ans. Et j'étais gamin, on était très fiers, un pilote, c'était quelque chose d'important. Et on le suivait dans la rue, il nous donnait la main. On allait jusqu'au fond de la ville. Je me souviens, j'étais gamin. Est-ce que vous avez volé avec lui? Je ne me rappelle pas si on a volé. Je crois que ma mère avait peur qu'on vole. Elle ne savait pas pourquoi, mais je crois que mon père m'avait laissé voler. L'histoire de Robert Dupas a aussi beaucoup à voir avec l'aéropostale. C'est en participant au premier rallye aérien Toulouse-Saint-Louis en 1983 qu'il a eu un coup de cœur pour la ville. Il y a acheté un hôtel. Malgré l'ouverture d'un musée par mémoire d'aéropostale, il regrette que les habitants ne connaissent pas mieux cette histoire. L'aéropostale, c'est comme on dit chez nous, ici, comme ils disent les gens, c'est une affaire de tout bas. Ça veut dire que les gens sont assez peu concernés, malgré tout, par l'aéropostale. Mermoz, ils connaissent parce qu'il y a une place, mais ce n'est pas leur priorité, non.
À Dakar, comme partout où nous passons, il ne reste plus grand-chose de l'aéropostale. Une stèle, dans le quartier Ouakam, dresse la liste des victimes de la ligne. Les hangars de l'aéropostale n'abritent plus des avions, mais des autobus. Quant à l'ancienne piste, elle est aujourd'hui devenue une large avenue. Alors que reste-t-il de cette aventure? Peut-être quelque chose d'essentiel. Au Sénégal, certains sages pensent que l'aéropostale ne transportait pas que du courrier, mais aussi des valeurs. Nous avons la claire conscience que l'aéropostale a été d'une révolution innommable. Elle est d'autant plus vivante que, comme d'autres histoires, celle-ci nous amène aux réalités humaines, c'est-à-dire l'exotisme tous azimuts, l'occasion et l'opportunité de rencontrer l'autre, de connaître l'autre, de voir l'autre. Et ces découvertes-là, quelquefois, provoquent chez l'homme un sentiment d'humilité, un sentiment de reconsidération par rapport à sa vanité d'existence. L'aéropostale a œuvré à cela. Arrivé au bout du voyage, le constat est le même partout. Les vestiges de cette histoire africaine s'estompent inexorablement. Mais comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur.